La voici donc, la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bon, alors vous êtes prêts ? On fait le bilan ? Allez, c'est parti. Ce matin, en une de vos journaux, le résultat, c'est bof. Il y a bien Vaucluse Matin qui aimerait y croire. Moi, toujours président. Ou l'éco-républicain, l'optimisme malgré tout de François Hollande. Et les dernières nouvelles d'Alsace, pourvu qu'ils disent vrai. Mais pour le reste, Libération fait dans la citation et le constat. J'ai tout décidé. Les autres ont comme un doute. Le Populaire du Centre, un direct peu percutant. Sud-Ouest à mi-mandat. Hollande ne convainc qu'à moitié. Le Parisien, on n'y voit pas plus clair. La Marseillaise, rien ne va, rien ne change. Et le Figaro, encore raté. On commence donc avec cette intervention de François Hollande. Oui, quand on lit les éditoriaux, c'est plus cruel encore. Un pétard mouillé, élégante conversation qui n'a convaincu personne. Se refusant à parler de lui-même, observe Jacques Camus dans La République du Centre, François Hollande n'a pas vraiment parlé d'avenir. Quelle erreur que de participer à ce genre d'émission, s'exclame Bruno Dive dans Sud-Ouest. Celle d'hier a successivement transformé François Hollande en conseiller de Pôle emploi, en guichetier d'aide aux entreprises et finalement en député d'en bas. Au moins, cette opération l'aura-t-elle rapproché de ses lointains administrés le temps d'une soirée, ironise Denis Domain dans La Nouvelle République. La proximité se substitue à la légitimité. Nous n'en sommes plus au mois président, mais au moins président. Il faudra s'en contenter pour 36 mois. Alors le site Atlantico a dressé la liste des personnalités plus intéressantes à écouter que le président et qui changent vraiment nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Mario Draghi, Angela Merkel, Abou Bakr al-Baghdadi, le calife de l'État islamique, les fondateurs d'Amazon et de Google. Une liste qui met en lumière le paradoxe d'un pays où les politiques qui ont choisi de renoncer à la souveraineté s'évertuent à chercher la posture du monarque républicain. Le LuxLeaks, comme on dit, l'affaire des finances, des impôts et de l'exil fiscal de certaines entreprises. On retrouve ces décisions et ces personnalités qui pèsent sur nos vies. C'est dans Le Monde que vous trouverez l'enquête qui poursuit les révélations de ces 40 médias du monde regroupés en un consortium de journalistes d'investigation. On retrouve donc Google, Amazon et de nombreux autres invités par le Luxembourg à pratiquer une optimisation forcenée sous les bons auspices du chef du gouvernement d'alors, Jean-Claude Juncker, le tout nouveau patron donc de la Commission européenne. En une de l'opinion, le titre « Commission Juncker, ça part mal » et le dessin de CAC avec une brochette de commissaires européens alignés pour une identification façon usual suspect, barre de 3 jours, mine patibulaire, placardé sur chacun sa spécialité. L'espagnol, industrie pétrolière, le français Pierre Moscovici, déficit public, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, optimisation fiscale, le britannique, jungle financière et le hongrois, dérives autoritaires. Si on s'associait, dit l'un d'eux, on formerait une sacrée équipe. Chiche, répond Jean-Claude Juncker. Tout cela, nous dit Jean-Paul Pierrot dans l'Humanité, les chefs d'État qui les ont nommés le savaient. L'homme qui tenait les clés d'un paradis fiscal prône l'enfer social pour les peuples d'Europe, interroge-t-il. Est-ce moralement et politiquement acceptable? Peut-être est-il temps, Natacha, de regarder un peu en arrière. Oui, parce que pour éviter le pire, il ne nous reste que la mémoire et c'est ce que semblent nous dire ces hommes en cravate, béret et brassard bleu-blanc-rouge que photographie le magazine M. Ce sont quelques-uns des 4000 bénévoles qui veillent sur l'effroyable alignement de croix de la nécropole de Notre-Dame de Lorette dans le Pas-de-Calais. Nécropole sur la Première Guerre mondiale, bien sûr. Les plus anciens vivent dans la légende d'un grand-père qui avait fait cette guerre, comme Alain Michel et le sien qui avait monté à la baïonnette 7 fois dans la même journée, disait-il. Et puis sa grand-mère Georgette, qui avait vu ses 4 frères partir au front. 3 ne sont pas revenus et le dernier a laissé un bras dans cet enfer. Seule ma génération, celle de mai 68, a loupé le coche, explique-t-il. Elle a oublié le devoir de mémoire. Mais d'autres pays l'oublient aussi. Il faut lire dans Marianne le récit hallucinant de la vie de Shiro Ishii, médecin japonais qui a expérimenté sur les villageois de Mandchourie entre 1931 et 1945 des armes bactériologiques, anthrax, peste bubonique, choléra. Un monstre abominable qui disséquait les enfants vivants après leur avoir inoculé des maladies, mais qui chérissait sa famille nombreuse. Sans Hiroshima et Nagasaki, il aurait eu le temps de fournir au Japon des bombes bactériologiques. Mais son savoir ne s'est pas perdu. Les États-Unis l'ont exfiltré et peut-être même ont-ils utilisé son travail en Corée. Et il est mort dans l'amour de ses proches en 1959. Vous nous emmenez à présent dans le Sinaï. Oui, parce que ça, c'est autour de nous, c'est maintenant. Et c'est aussi dans Marianne que l'on trouve une enquête sur le Sinaï, autrefois paradis touristique, est devenu le cauchemar de l'Égypte. Plaque tournante de tous les trafics, lieu de torture et d'esclavage pour les malheureux réfugiés érythréens qui tentent d'atteindre l'Europe. Et surtout, nouvelle base pour l'État islamique.
Un peu plus loin dans le journal, l'écrivain algérien Boualem Sansal dit son attachement aux lumières et à ces valeurs qui sont le contrepoison à l'islamisme, comme un écho à cette autre voie d'un islam spiritualiste ouvert, celle du magnifique poète et écrivain tunisien Abdelwahab Medeb, auteur notamment de La maladie de l'islam, et qui s'est éteint hier, à qui Libération rend hommage. On termine, Natacha, décidément, avec une vraie vie de chien. Ben oui, parce que l'opinion nous raconte la triste fin d'Isis. Isis, c'est la chienne de la famille Crowley dans Downton Abbey, série à succès britannique. Et vous savez pourquoi elle meurt, cette malheureuse chienne ? Eh bien parce que les téléspectateurs se sont émus. ISIS, en anglais, c'est l'acronyme de l'État islamique en Irak et au Levant. Alors peu importe que la série se passe au début du XXe siècle, baptiser un labrador ISIS, nous dit l'opinion, c'est un peu comme appeler un caniche Ben Laden dans Plus belle la vie, ça passait mal. Donc ISIS meurt d'un cancer. Et c'est bien exactement le terme, un cancer qui ronge une partie du monde arabo-musulman. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.